Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur donc d'ouvrir ce congrès pour lequel je suis très content d'être là. Et donc je vais essayer de vous parler d'ostéopathie et de TMS avec peut-être un peu comme à mon habitude, non pas l'envie de choquer, mais l'envie de faire naître des questions et de faire naître des discussions tout au long de ce débat, de ce congrès. Donc en avant-propos, donc il va être question de remerciements à Michel. Et donc comme ça va être une espèce de leitmotiv, j'ai l'impression durant ce congrès, moi je ne vais pas perdre beaucoup de temps dans ma présentation pour le faire parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'autres occasions. Je suis un peu ému, excusez-moi. Et donc on peut se dire, mais c'est quand même bizarre, hein, Xavier et Michel, normalement c'est une équipe qui fonctionne bien. Xavier devrait prendre un petit peu de temps quand même et puis remercier Michel pour l'ensemble des échanges, plutôt que de passer la question comme ça en une demi-seconde. En fait, là, ce que je fais, si j'oublie de remercier Michel et de prendre du temps pour lui expliquer tout ce que je ressens pour lui, j'ai un comportement qui est complètement décorrélé de l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment d'exprimer à tout le monde ce que je pense de Michel, et puis moi, je ne me comporte pas du tout de la bonne manière. Ce faisant, si vraiment j'avais balayé comme ça les remerciements à Michel et l'expression de mes sentiments, je visais gros quand même. Enfin, je pouvais perdre gros, je pouvais perdre son estime, et puis je pouvais perdre aussi peut-être la vôtre. Alors pourquoi je serais amené à me comporter comme ceci? Peut-être pour la simple et bonne raison que je serais une ordure. C'est-à-dire que je viens là pour prendre une chambre dans le bateau, faire une présentation au congrès, faire payer mes frais, et puis après boire des coups avec les copains. C'est une possibilité pour laquelle je pourrais agir comme ça. Je ne sais pas si ça me correspond, mais c'est une possibilité. L'autre raison pour laquelle je pourrais oublier de remercier Michel comme il se doit, c'est parce que je suis inconscient. C'est-à-dire devant l'enjeu, devant l'envie que j'ai de lui faire plaisir, eh bien, j'arrive pas à transformer ça et vraiment je ne me rends pas conscience de l'enjeu et je zappe. Dans la première condition, vous méritez peut-être, je mériterais peut-être que vous me cassiez la figure. Dans la seconde, peut-être un peu de me faire tirer les oreilles, mais surtout vous devriez m'expliquer les choses et m'éduquer. Dire c'est pas des choses qui se font. Tu peux pas passer comme ça l'ouverture du premier congrès sans passer du temps à remercier Michel. La troisième raison, c'est peut-être parce que simplement je suis en train de stresser et j'ai un sentiment dit de fuite. C'est-à-dire parce que j'ai peur d'être devant vous, de vous montrer mes sentiments, et donc j'esquive la question en une fraction de seconde, merci Michel, basta. Ou la deuxième raison, et le deuxième comportement qui peut m'amener le stress, c'est de l'inhibition, c'est-à-dire que je ne sais pas comment faire. Donc je zappe la chose. Et puis, si je suis inhibé tellement, je pourrais être résigné, c'est-à-dire que je me dis, mais j'ai beau faire des efforts, j'y arriverai pas. Donc dans la première situation, je mériterais que vous me cassiez la figure. Dans la deuxième situation, vous devriez m'apprendre à vivre. Dans la troisième situation, vous devriez m'éduquer, me prendre sous votre aile pour m'expliquer, pour m'apprendre à ne plus stresser et à mieux me comporter. Et dans la dernière situation, je vais être compliqué à gérer parce que je vais déprimer. Et maintenant, je vais essayer de rebondir sur l'ostéopathie et les TMS. L'ostéopathie est face à un enjeu majeur et peut-être un enjeu déterminant pour son histoire qui est le marché des TMS. L'enjeu est surtout pour les jeunes ostéopathes qui ne connaîtront pas l'âge d'or que les plus anciens l'ont connu. Donc il y a vraiment un enjeu en termes d'éducation et d'accompagnement des jeunes ostéopathes dans leur future activité et l'enjeu est peut-être de rendre l'ostéopathie un peu plus moderne que ce qu'elle est. Mais malheureusement, l'ostéopathie est en train d'adopter un comportement complètement décorrélé de son enjeu. Un peu comme je l'ai fait avec Michel. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'ostéopathie est une ordure? Est-ce qu'elle est inconsciente de son enjeu? Ou est-ce qu'elle est complètement stressée par l'enjeu et qu'elle ne sait pas prendre des décisions? Ou est-ce que peut-être tout simplement elle est déjà résignée et puis elle ne fera pas l'effort de se transformer pour répondre à cet enjeu? Cette question est importante parce que du diagnostic qu'on va faire de cette situation dans ce congrès vont dépendre pas mal de choses. Le diagnostic qu'on va faire de cette situation-là, vont découler les futures actions de l'AFO et le poids de la responsabilité que va avoir le futur CA et le futur président ou la future présidente de l'AFO. Alors essayons un petit peu d'expliquer la situation et pourquoi c'est un enjeu très important pour l'ostéopathie de savoir gérer les TMS. Aujourd'hui, dans le parcours de soins,
la place centrale est donnée au médecin. C'est le médecin qui décide. Autour du médecin, il y a tout un tas de personnes qui gravitent, notamment les auxiliaires de santé ou les paramédicaux si vous voulez, qui sont des professions satellites et qui, depuis la réingénierie des professionnels de santé, ont leur propre diagnostic. C'est-à-dire que le médecin pose un diagnostic, mais le kinésithérapeute pose un diagnostic kinésithérapique, l'infirmier pose un diagnostic infirmier, etc. Autour du médecin encore, gravitent des professions assimilées à la santé, les ostéopathes, les chiropracteurs, et d'autres professions. Et celles-ci sont également réglementées par le ministère de la Santé qui leur donne des compétences de diagnostic. Ça fait qu'on se retrouve avec un médecin qui fait un diagnostic, des auxiliaires de santé qui font leur diagnostic, et des professions assimilées à la santé qui font des diagnostics. Et autour encore, il y a d'autres professions avec d'autres compétences, les coachs, les préparateurs, et puis pas les professions, mais toutes les pratiques, l'hypnothérapie, l'acupuncture, l'aromatothérapie, la naturopathie, la sophrologie. Toutes ces personnes-là, donc, agissent dans le cadre des TMS. Mais le malade, il est où dans cette histoire? Le malade, il est complètement à côté, complètement mis à l'écart par le système de soins aujourd'hui qui choisit tout pour lui. La conséquence de tout ça, c'est que ça produit pour le malade des soins très longs, très chers et peu efficaces. L'inefficacité des soins vient en partie de la longueur du protocole de soins. Plus la personne évolue dans une douleur, plus il est compliqué de lui enlever cette douleur. Donc le protocole de soins que suit la personne aujourd'hui est long et donc lui enlève des possibilités d'être correctement prise en charge. Et comme c'est long, ça coûte très cher. La personne rentre dans le système de soins en passant par le médecin, qui l'oriente vers un autre médecin ou un auxiliaire de santé. Il revient vers le médecin en cas de prise en charge non concluante, il retourne vers un autre auxiliaire de santé et revient vers le médecin, puis il tente des choses toute seule, il va voir l'ostéopathe ou le chiropracteur ou l'éthiopathe parce qu'on lui a dit que c'était meilleur que l'ostéopathe et ça n'en finit plus. Il ressort du système de soins, il revient 6 mois après revoir son médecin qui lui donne le même diagnostic et il tente toutes les professions associées pour essayer de trouver une solution à son TMS. Pourquoi on est devant ce genre de problème? Parce que il n'y a initialement, dans les prises de décision envers les TMS, aucune hiérarchisation des décideurs. Et on est devant une situation où le dialogue, notamment majoré par les diagnostics propres de chaque profession, devient impossible entre chaque profession. Le type revient, ou la fille revient de chez le kinésithérapeute avec un diagnostic kinésithérapique. Le médecin lui dit « je sais pas ce que c'est moi ». Et il lui fait son diagnostic médical, il lui dit « non, bon, maintenant vous allez aller voir un podologue ». Il revient chez le podologue avec un diagnostic podologique. Et ainsi de suite. Ce qui fait que les dialogues entre les professions n'existent pas. Ce type de gestion des TMS n'est pas efficace. On le sait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui, quelquefois, sont prises en charge correctement, mais compte tenu de la masse de personnes qui souffrent de TMS, ce n'est pas tellement efficace. Pourtant, chaque discipline, l'ostéopathie, on va le voir dans ce congrès, l'ostéopathie va dire qu'elle est très importante pour la prise en charge des TMS. La médecine aussi, la kinésithérapie aussi, peut-être pas, l'aromathérapie, l'hypnose, la sophrologie, tout le monde va dire qu'il est très intéressant. Oui, mais la constatation, c'est que ça ne marche pas. Alors pourquoi chacun affirme qu'il a une place importante et qu'il est très efficace et qu'on ne peut pas faire sans lui, alors que quand on constate la prise en charge, on constate qu'elle ne marche pas bien? C'est étrange quand même. L'enjeu, ce n'est pas l'autopromotion et la vente de ses propres formations. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu d'un congrès comme celui-ci, et c'est pas ça l'enjeu dans le système de soins aujourd'hui. Les disciplines, elles, doivent donner des critères d'inclusion dans leur prise en charge. Malheureusement, aucune de ces disciplines, quasiment, n'est capable de définir des critères d'inclusion. Je vous pose la question que peut-être Nico aurait posée avant. Quels sont, si un jour vous allez voir un autre professionnel de santé, et que vous lui dites « oui, moi sur les TMS je suis très efficace », quels sont les indicateurs que vous donnez aux autres professionnels de santé pour dire « ces patients-là atteints de TMS, envoyez-les-moi, et ces patients-là, ne me les envoyez pas ». Vous ne ferez pas comme ça, ce n'est pas une critique. Vous direz tout « envoyez-moi tout le monde, je verrai bien ». Si on reste sur ce principe-là, où chacun s'autoproclame efficace et qu'on n'arrive pas à créer une méthode de prise en charge ou à discuter entre nous d'une méthode de prise en charge, que va-t-on retenir de ce congrès?
Pas grand-chose. On va peut-être boire des coups, on va peut-être bien s'amuser, on va peut-être passer 48 heures ensemble, on va peut-être dire merci à Michel 1000 fois. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de notre congrès? L'enjeu aujourd'hui, c'est de proposer une expertise initiale aux malades, pas au système de soins, de proposer aux malades une expertise initiale qui permet de piloter une collaboration interprofessionnelle. Et ça n'existe pas aujourd'hui dans le système de soins. L'enjeu, c'est de remettre le malade au milieu de la prise de décision. Et c'est de mettre tous les professionnels de santé au même niveau, médecins, comme ostéopathes, comme auxiliaires médicaux. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que quand le médecin est au milieu de la prise de décision, ce n'est pas le système le plus efficace. Donc, à la technique, c'est Pierrot. Donc l'enjeu, c'est de remettre à plat les compétences de tous les professionnels de santé, de remettre le malade au centre du système et de lui proposer, dès qu'il rentre dans le système de santé, une expertise qui permet de le piloter à travers tous les acteurs, qu'ils soient médecins, qu'ils soient auxiliaires de santé, qu'ils soient profession médicale, qu'ils soient profession assimilée à la santé, ou que l'acteur ait des compétences dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme ça. Ce qui veut dire que le diagnostic de l'expertise que l'on donne aux malades, le diagnostic ne doit pas appartenir à une discipline. Le diagnostic, ça ne doit pas être un diagnostic médical. Le diagnostic, ça ne doit pas être un diagnostic ergonomique. Ça ne doit pas être un diagnostic kinésithérapique. Ça ne doit pas être un diagnostic ostéopathique qui va nous permettre de piloter le malade dans le système de soins. Le diagnostic que l'on doit poser sur ce malade, c'est un diagnostic qui n'appartient pas à une discipline, c'est un diagnostic qui permet aux disciplines de dialoguer entre elles et de travailler main dans la main. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi la prise en charge des TMS dans le système de soins n'est pas une prise en charge réellement efficace? Là, je vais m'appuyer sur le site amélie.fr, donc amélie-santé.fr, donc c'est le site de l'assurance maladie. J'invente rien, vous allez vous taper TMS sur amélie.fr et voilà ce que vous trouverez. La plupart des TMS ne sont pas des maladies professionnelles, même si une grande partie des maladies professionnelles sont des TMS. Ce qui veut dire que l'enjeu des TMS, le problème des TMS, ce n'est pas un problème de l'entreprise, c'est un problème de santé publique. Les TMS regroupent des affections qui touchent tous les tissus périarticulaires, les tendons, les nerfs, les disques intervertébraux, les ménisques, les capsules, les ligaments. Les TMS se caractérisent par des gènes et par des douleurs et par des gènes fonctionnels. Et ils résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Voilà ce qu'on lit sur le site de l'assurance maladie. Moi, je trouve ça pertinent, ce qu'il dit, sur le site de l'assurance maladie. Comment on peut interpréter ça? Déjà que le symptôme est le marqueur principal du TMS, pas l'état des structures censées être incriminées. Parce qu'un TMS, c'est avant tout une douleur, une gêne fonctionnelle. C'est pas une usure d'un tendon. C'est pas de l'arthrose intervertébrale. C'est pas ça un TMS, c'est une douleur, une gêne fonctionnelle. Or, depuis longtemps, je vous ai pas fait l'ensemble des publications, on sait très bien que ces douleurs qui proviennent des structures périphériques aux articulations ne présentent pas de relation anatomo-clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne plusieurs personnes peuvent avoir la même douleur avec des structures complètement différentes en dessous. Des personnes présentent des lombalgies dont les symptomatologies sont identiques, et ces personnes ont 20 ans, sont très bien lordosées, ont 20 ans, sont délordosées, ont 40 ans et une hernie discale, ont 70 ans et aucun signe de vieillissement précoce, ont 70 ans, sont bourrées d'arthrose. Toutes ces personnes-là ont la même lombalgie, ce qui fait qu'on ne répercute pas, on ne réfère pas une douleur à un type de structure. D'ailleurs, l'assurance maladie reconnaît les TMS comme des maladies, même quand il n'y a pas de lésion observable. Personne qui a une douleur à l'épaule, même si on lui fait tous les examens et qu'on ne voit pas d'usure prématurée des tendons de la coiffe des rotateurs, elle peut très bien être en arrêt de travail et que la maladie soit déclarée TMS professionnelle. C'est fort possible. Donc l'assurance maladie reconnaît qu'il n'y a pas de liaison entre le TMS, entre la douleur et l'état des structures en dessous. Ce qui fait que le TMS est ce qu'on appelle d'une manière générale un trouble fonctionnel.
Et là, il faut en discuter. Parce que c'est là que se trouve une partie de l'enjeu. Un trouble fonctionnel, c'est défini, vous regardez dans le dictionnaire Gardiner et Delamarre des termes de médecine, comme une douleur dont on ne peut pas, qui ne peut pas être corrélée avec une lésion décelable. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une douleur sur une hernie discale, ça veut dire que lorsque vous avez une douleur sur une hernie discale, pardon, vous ne pouvez pas corréler la douleur à cette hernie discale. Donc la douleur doit être prise indifféremment en charge, enfin, doit être prise de la même manière en charge qu'il y ait ou pas cette hernie discale. Il faut considérer la douleur. Et donc, c'est ce qu'on appelle un trouble fonctionnel. En médecine, la médecine se base sur une méthode anatomoclinique qui se base elle-même sur l'anatomopathologie, c'est-à-dire sur la relation. Alors attendez, elle a évolué, hein, mais quand même, dans les fondements, c'est toujours ça. Bien sûr qu'il y a de la médecine environnementale, écologique qui évolue, mais principalement, la formation médicale est basée sur la méthode anatomoclinique, c'est-à-dire qu'on recherche une relation entre une douleur et un état d'une structure en dessous. Cette méthode est donc pas adaptée à la prise en charge des troubles fonctionnels, et donc des TMS. Puisque les TMS n'ont pas de marqueurs dans la structure, mais dans la symptomatologie, une méthode basée sur des marqueurs dans la structure n'est pas adaptée aux TMS. Donc le médecin, quand il reçoit une personne atteinte de TMS, en fait, il n'a pas de modèle de prise de décision sur ces TMS. Mais attention, hein, l'ostéopathe non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et personne, en fait. Personne ne propose une vraie méthode cohérente. Mais aujourd'hui, si je mets le médecin en avant, c'est parce qu'aujourd'hui, le modèle de prise en charge est centralisé sur le médecin. Donc il n'est pas blâmé parce qu'il n'a pas de méthode, il est juste dans cette position qui est très inconfortable, tout compte fait pour lui. Il reçoit des gens pour lesquels il n'a pas de méthode adaptée. Et nous, quand on les reçoit, on leur dit qu'on a une méthode adaptée pour eux. On va en discuter après. C'est pourquoi les parcours de soins sont longs, coûteux et peu efficaces. Les TMS sont donc bien un problème de santé publique. Maintenant, intéressons-nous à l'ostéopathie. Et intéressons-nous à la réglementation en ostéopathie. La réglementation en ostéopathie, le décret 2007-435 et son article 1, stipule que l'ostéopathe est le spécialiste de la... Il ne le dit pas comme ça, que la spécialité de l'ostéopathe, c'est la prise en charge des troubles fonctionnels. Donc mince, c'est notre marché, les TMS. C'est écrit dans nos textes réglementaires. Donc l'enjeu socio-professionnel est énorme en tant qu'ostéopathe de construire une profession qui sait prendre en charge ces TMS. Intéressons-nous maintenant au référentiel métier. Voici la définition du métier qui a été proposée suite à la refonte de la formation en ostéopathie. Accrochez-vous. Hein. Moi, j'en ai eu de l'urticaire, Michel aussi, hein, David aussi, et tous ceux qui ont bossé dessus, Marie-Hélène, Nico. Voilà ce qui est proposé. L'ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et manipulations pour la prise en charge. Les troubles fonctionnels ont disparu, des dysfonctions ostéopathiques du corps humain. Comment se fait-il qu'on ait un texte réglementaire qui dit qu'on doit prendre en charge les TMS, que c'est un marché énorme, financier, hein, donc c'est l'avenir des jeunes ostéopathes, hein. Comment se fait-il que ces TMS représentent un problème de santé publique, donc on a une occasion de valoriser notre profession, et que cette profession-là décide de définir le métier comme ceci. L'approche systémique, on va en parler juste après, et les troubles fonctionnels disparus. On prend en charge les dysfonctions ostéopathiques. L'ostéopathie, c'est une ordure, elle est inconsciente, elle est stressée ou elle était déjà résignée quand elle a fait ça? À mon avis, il y a un peu de tout là-dedans. Il y avait des ordures, il y avait des inconscients, parce qu'ils étaient certainement endoctrinés. Il y avait des stressés qui ne savaient pas quoi faire, qui n'ont pas voulu bousculer le ministère de la Santé et son administration. Et puis il y avait des gens déjà résignés, bon, ils étaient en fin de carrière, il y avait leur école à vendre, ou leur poste socio-professionnel était acquis, les jeunes, on s'en moque. Intéressons-nous maintenant à la limite de l'efficacité de l'ostéopathie. On en a déjà parlé dans les anciennes présentations, l'ostéopathe c'est quelqu'un d'efficace sur les douleurs aiguës, pas sur les douleurs chroniques. L'action sur les douleurs chroniques, c'est une action antalgique à court terme. On peut être d'accord, pas d'accord, en tout cas toutes les méta-analyses de la littérature dans tous les pays du monde concluent à la même chose. C'est pas moi qui le dis, hein. Concluent à la même chose. Un ostéopathe, quand la personne vient le voir pour une douleur aiguë, la prise en charge est satisfaisante. Quand la personne vient le voir pour une douleur chronique, c'est satisfaisant mais ça ne tient pas. Or, les TMS sont des problématiques lorsqu'ils sont chroniques, pas lorsqu'ils sont aigus. Donc l'ostéopathe, s'il veut être un acteur majeur de la prise en charge des TMS, il doit penser au-delà de ces actes thérapeutiques, qui sont efficaces que sur l'aigu,
et il doit penser prévention et limitation des facteurs de risque. C'est comme ça qu'il doit penser, Michel l'a dit, si on veut prendre les TMS à la source, le problème doit être à la source. Je dis n'importe quoi. Si on veut prendre réellement en charge les TMS, il faut aller à la source. Il faut aller combattre les facteurs de risque. L'action symptomatique n'est pas une action efficace. Or, l'ostéopathie n'arrive pas à montrer son caractère préventif ou limitant la récidive. Ça aussi, ça fait mal. On est censé être une médecine de la cause, et nulle part on arrive à montrer que les patients qu'on prend en charge récidivent moins que les patients qu'on ne prend pas en charge. Nulle part on arrive à montrer que si on prend une population en charge, elle déclare moins de maladies, notamment moins de TMS qu'une population témoin. C'est embêtant quand même. C'est quand même très embêtant. On veut être des spécialistes des troubles fonctionnels, et en fait on est nuls. En fait on est nuls. Mais la raison pour laquelle on est nul, elle est simple à identifier. Si la raison est simple à identifier, ça veut dire que les solutions, on les a. Mais est-ce qu'on aura le courage de les mettre en œuvre? Premièrement, parce que l'ostéopathe, il fonctionne sur une approche dogmatique. L'ostéopathe repère des dysfonctions ostéopathiques. Maintenant, c'est dans la définition du métier, mais qui est quand même un texte qui est moins important que le décret. Donc en fait, on prétend, on en a parlé l'année dernière, comme ça, c'est tombé d'un chapeau un jour, et bien si on récupère, si on prend en charge les troubles de mobilité, eh bien il y aura moins de contraintes dans le corps humain et la personne aura moins de douleur. Voilà, c'est tombé de nulle part. On en a parlé l'année dernière, c'est complètement métaphysique, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à prouver ça par la science. Alors il y a des types qui vont vous dire, ou des filles, excusez-moi de dire des types, je suis un peu vulgaire, excusez-moi, qui vont vous dire, non mais ceux qui parlent de dysfonction n'ont rien compris, en vrai il s'agit de lésions ostéopathiques. Et là, ça n'a rien à voir, là c'est scientifique, c'est sérieux, c'est prouvé. Que nini. L'année dernière, Yves Lepers nous a bien expliqué comment la lésion et la dysfonction, c'est la même chose, sauf que des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans l'explication de l'un vont aller chercher dans l'autre mot une porte de sortie, mais le problème reste le même. On prend en charge des concepts métaphysiques et on essaye de solutionner le problème des TMS avec ça. Eh ben, ça ne marche pas. Pas d'efficacité sur le chronique, pas de limitation de la récidive. Ça ne marche pas. À un moment, il faut le reconnaître, ça ne marche pas. Et puis, au-delà de l'approche dogmatique, on adore l'approche systémique. Et c'est écrit dans notre référentiel métier. Dans une approche systémique. Il y a deux types d'approches systémiques. La première, elle est holistique. On ne va pas rentrer dans les détails. L'holisme, c'est quand on considère que le tout, ce n'est pas la somme des parties. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'interrelations entre les différentes parties qu'on est incapable de modéliser ce qui va se passer si on change un des paramètres du système. Lorsque je change A, comme il agit sur B, mais qu'il agit également sur C, que C agit sur A, mais C agit sur B, et B sur C, et B sur A, que va devenir B? On est incapable de le savoir. Et donc l'holisme dit, le tout ne fonctionne pas comme la somme des parties. Et ça, les ostéopathes adorent. Mais le problème, c'est qu'un système comme ça, c'est un système chaotique. C'est-à-dire que c'est un système pour lequel on est incapable de faire des prévisions. Et si on est incapable de faire des prévisions, on est incapable de faire de la prévention. Parce que la prévention, elle est bien basée sur la prévision d'une action. Et donc, si on a une réflexion systémique holistique, prévention zéro. Alors, il y a d'autres ostéopathes qui disent non, c'est pas holistique, c'est global. Ah, bah là, on est sauvé. Global, c'est un petit peu différent, je vous le fais rapidement. Global, c'est quand on estime que tous les paramètres n'agissent pas les uns sur les autres, mais qu'ils agissent sur le système. Et on va essayer de prendre en charge tous les paramètres pour essayer d'éviter que le système ne déclare un trouble fonctionnel. Mais je vous passe les détails. Si chacun de ces paramètres, si je prends 5 paramètres, on va dire c'est 5 UFR lombaires. Vous avez une lombalgie, vous avez 5 UFR lombaires, et vous estimez que pour chaque UFR lombaire, vous avez 3 situations. Elle va bien, elle est bloquée à droite, elle est bloquée à gauche. Raconte n'importe quoi. Ça fait 243 cas différents. Mais si là-dedans vous mettez les dysfonctions des muscles, les dysfonctions des genoux, des chevilles, de la grand-mère, du cerveau droit, du cerveau gauche, du foie, de la rate, de la veine cave, ça fait des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de cas différents. Et on dit, mais oui, nous on fait une médecine individualisée, et donc on estime qu'une personne n'a pas son double, et que pour chaque personne, on a une situation qui est parfaitement adaptée. Ce qui est déjà complètement faux, parce que sur combien de personnes différentes on fait le même traitement? Donc on ne peut pas réfléchir comme ça. En plus de réfléchir comme ça, ça empêche complètement de faire de la science. Imaginez que vous ayez 6 cas et pas 243 ou pas des millions. Si vous voulez déterminer l'efficacité d'un traitement propre à chaque cas, il faut que vous ayez donc 6 groupes différents
Sur les 6 groupes, vous appliquez 6 traitements différents, donc ça vous fait 36 groupes. Pour commencer à faire des stats, il faut à peu près 10 personnes par groupe. Et encore, c'est light. Il faut 360 patients. Si vous avez 243 possibilités, il vous faut... Combien j'ai dit 243. Ouais, beaucoup de patients. Et si vous avez des millions de possibilités, comment vous faites pour prouver que votre approche systématique, c'est une approche rationnelle de la prise en charge des troubles? Vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Alors il y a des personnes qui ont bien essayé de dire, hein, vous allez reconnaître, hein, mais qu'en fait, il y a des paramètres qui sont plus importants que les autres et il y a des espèces de suites. Hein, dans ma mémoire, ça s'appelait des suites étiopathiques. Il y en a un qui est principal, et du principal, tout découle. Je vous invite à lire les principes que moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Hein. J'ai beaucoup aimé ce livre, hein, le livre de Trey Daniel. Hein. Mais il ne permet pas de faire de la science, le livre de Trey Daniel. D'accord ? J'ai oublié le nom de la personne, le prix du livre. Le prix du livre. Oui, l'exemple du prix du livre. Éloge de la différence, qui a écrit ça? Ah mince. Hein? Jacquard, Albert Jacquard. Lisez-moi les autres d'Albert Jacquard. Il prend l'exemple des prix du livre et il montre qu'on est incapable de déterminer l'incidence de chaque paramètre sur un système. C'est impossible en science. Voilà. Donc, si on veut réfléchir aux possibilités de collaboration interprofessionnelle de l'ostéopathie, quand on présente une approche dogmatique, basée sur la dysfonction que personne n'est capable de repérer, eh bien, qu'est-ce qu'on dit aux autres professionnels de santé? Qu'on est le seul à pouvoir reconnaître les facteurs de risque. Moi, je travaille avec un kinésithérapeute, imaginez, qui me demande s'il peut m'envoyer un patient, je dis, c'est pas ton problème, envoie-le-moi. Moi, je suis le seul à pouvoir repérer ces dysfonctions. Toi, tu n'es pas capable. Collaboration, zéro. Impossible. Là, il y a une étude qui est sortie, qui a été publiée dans l'Ostéopathe Magazine, sur les motifs de consultation dans une clinique d'une école française, dans une grosse clinique. L'étude est bien faite, hein. Il y a beaucoup de patients. Ouais. En moyenne, un patient de cette clinique a 6 dysfonctions. C'est génial à savoir. Hein. Donc il a 6 facteurs de risque identifiés d'avoir des troubles fonctionnels. Moi, je vous le traduis. Hein. En moyenne, un patient a 6 trucs indéfinissables, immesurables. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien. L'approche systémique. Si on réfléchit avec notre approche systémique, l'ostéopathe est incapable toujours de la même manière de transmettre aux autres acteurs des informations sur la typologie des cas qui révéleraient de sa compétence. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de l'analyser. Comment faire si un lombalgique, on le définit à partir d'1 million de possibilités différentes? Comment on peut dire à un autre professionnel de santé, eh ben, sur le 1 million de possibilités différentes, il y en a 237 auxquelles je peux répondre et le reste auxquels je ne peux pas répondre? Mais vous êtes fous, on ne peut pas travailler ensemble. Alors, quelles sont les solutions? Elles sont assez simples. Hein. Il y a de toute façon aujourd'hui une révolution dans les approches et les techniques biologiques. Aujourd'hui, les sciences, notamment biomédicales, deviennent de plus en plus des sciences de l'ingénieur. La compréhension des mécanismes, notamment causaux, est mise de côté, pour l'instant, pour prendre des décisions dans des systèmes complexes comme celui des TMS. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on observe des résultats, on essaie de reconnaître les conditions propices à avoir des résultats favorables. Et ensuite, seulement ensuite, on essaie de comprendre les mécanismes qui ont été en jeu lorsqu'on a eu des résultats positifs. Mais d'abord, on essaie de voir dans quelles conditions on a des résultats positifs. On ne part plus de l'explication physiologique. Il faut bien vous dire qu'aider du big data et d'algorithmes bien pensés, il y a des disciplines qui vont être capables de se digitaliser et qui vont vous résoudre dans moins de 10 ans le problème des TMS. Et dans moins de 10 ans, l'ostéopathie, à la trappe, hein, dans ces histoires de TMS. Hein. Voilà ce qui va se passer. La sécurité sociale et donc la médecine, il ne faut pas rêver, elle va suivre ces révolutions. Hein. Elle ne va pas écouter ce que les ostéopathes ont à lui dire. Hein. Elle aura bien raison. Hein. Dans la province de Stockholm, aujourd'hui, la personne répond à une application. Et si elle répond à cette application pour faire un diagnostic, elle est prise en charge à 100%. Si elle va voir un thérapeute qui va utiliser des modèles un peu particuliers, y compris le modèle médical, hein, elle est moins prise en charge. Ils attendent de voir, dans 5 ans, ils auront assez de données pour répondre à toutes ces questions-là. Et les ostéopathes, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part prendre en charge les lumbagos et les torticolis, hein, ça n'a pas de problème. Mais dans cet enjeu-là des TMS, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse
face à ça avec nos modèles de dysfonction, nos approches systémiques? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors l'ostéopathie doit faire sa révolution. Si l'ostéopathie reste figée sur ces concepts archaïques, la lésion, l'approche systématique, elle va passer à côté d'une occasion qui ne se représentera peut-être jamais. Peut-être jamais. On a la chance d'avoir écrit dans notre décret qu'on prend en charge les troubles fonctionnels. C'est un problème de santé publique majeur. Les cabinets de rhumato, les urgences, les cabinets de gastro-entérologie sont pleins de troubles fonctionnels. On ne sait pas quoi en faire. Pourquoi est-ce que l'ostéopathie reste figée sur ces concepts archaïques? Est-ce que c'est une ordure? Est-ce qu'elle est inconsciente? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est déjà résignée? Et qu'elle laisse un poids mort aux jeunes ostéopathes? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, l'ostéopathie, là? On possède des connaissances qui sont dispersées parce qu'on raisonne sur des modèles qui ne sont pas adaptés. On est bourré d'informations cliniques dans nos cabinets d'ostéopathie. On est la profession la plus à même, peut-être avec les kinésithérapeutes, mais qui sont embarricadés dans des problèmes politiques et de reconnaissance qui vont leur prendre encore beaucoup de temps, parce que nous, on est professionnels de première ligne. On est peut-être les thérapeutes les plus à même de produire une méthode clinique anatomo-fonctionnelle. Le trouble fonctionnel, c'est un trouble fonctionnel. Le modèle anatomo-clinique a montré ses limites. Nous, on devrait être capable de proposer une méthode anatomo-fonctionnelle. Mais elle ne sera pas basée sur la dysfonction, elle ne sera pas systémique. Parce que il n'y a pas de possibilité de mettre en évidence notre efficacité, pas de possibilité de faire de la recherche, pas de possibilité de communiquer avec les autres professionnels de santé. C'est à l'ostéopathie de proposer la méthodologie et de produire la méthode pour trier les troubles fonctionnels. Si elle veut prendre le train en marche, c'est à elle de le faire. Si elle continue de dire « Ah non, nous on est une profession traditionnelle », alors que tout le système de soins est en train de se digitaliser et de changer complètement de mode de fonctionnement, eh bien on prendra en charge les aigus, ce qui est déjà très bien, c'est ce qui nous fait vivre, hein. Mais ça ne permettra pas de répondre aux problèmes de santé publique des TMS, et donc ça fait un congrès qui ne sert à rien, quoi, en gros. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas, l'ostéopathie? Pourquoi elle ne propose pas cette méthode anatomo-fonctionnelle? Est-ce que c'est une ordure? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est stressée? Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que si c'est une ordure, il faut lui ruer dans les brancards. Si elle est inconsciente, il faut lui expliquer, il faut l'éduquer. Si elle est stressée, il faut la prendre sous son aile. Si elle est résignée, ben, peut-être qu'il faut s'appeler autrement. Quelle solution il y a? L'approche qu'on doit proposer anatomo-fonctionnelle, elle doit être paramétrée. Un paramètre, c'est quelque chose qu'on doit mesurer, qu'on peut mesurer. La dysfonction, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas paramétrable. Il faut oublier la lésion, la dysfonction. Les paramètres peuvent être très divers et offrir une transversalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester dans un domaine purement biomécanique. Les paramètres qu'on peut prendre en compte peuvent être psychologiques, peut-être environnementaux, peut-être alimentaires, peu importe. Et ça permet de prendre en charge la personne de manière transversale, c'est-à-dire de considérer tout l'environnement de la personne sans tomber dans la problématique de la systémique globale ou holistique. Les paramètres doivent donc être hiérarchisés. Il faut oublier l'approche systémique. Et le système, l'assurance maladie nous le dit, les principaux paramètres à mettre en évidence, ce sont des paramètres biomécaniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres, ça veut dire qu'on doit être capable de prendre beaucoup de décisions sur une grande majorité des personnes à partir de paramètres biomécaniques. Et ensuite, l'affinage de ces décisions peut se faire sur des paramètres environnementaux, psychologiques, alimentaires, d'hygiène et de santé généraux. Et que doivent faire ces paramètres? Ils doivent trier les cas vers des solutions, pas vers des explications causales. Il faut arrêter de remonter. Il faut arrêter de dire « je vais faire un bilan de mon patient pour comprendre comment il en est arrivé là ». Non, je vais faire un bilan de mon patient pour le mettre dans une case qu'on a reconnue efficace pour ce patient. Il faut revenir au pragmatisme. On a oublié le pragmatisme, hein, ou l'empirisme. Il faut s'appuyer sur des solutions qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a des solutions qui fonctionnent dans des cas précis. Elles sont identifiées, mais elles ne sont pas exploitées, ces solutions. Et il faut créer une expertise qui permet de trier le patient dans l'éventail de ces solutions. Pour cela, il faut produire de la recherche pluridisciplinaire et il faut arrêter de créer des solutions à partir de la physiologie et d'une cause aussi métaphysique que la lésion, la dysfonction. Salut. Bah, j'étais arrivé en retard pour toi et voilà, je te remercie Stéphane. Bienvenue.
l'anatomie et la physiologie sont vraiment des disciplines particulières. Elles sont paradoxales à un point. Au fur et à mesure que l'anatomie et la physiologie nous apportent des connaissances, en fait, elles nous donnent de l'incertitude. C'est incroyable ça. Plus on a de connaissances en anatomie, plus on a de connaissances en physiologie, moins on sait que faire de ces connaissances. Donc il faut arrêter de penser qu'on va trouver les solutions en développant les matières anatomiques et physiologiques. On va trouver des solutions en faisant de la recherche rationnelle à partir de facteurs paramétrés et que l'on peut hiérarchiser pour prendre des décisions. Je vous rappelle pas comme les notions d'anatomie et de physiologie sont très importantes en ostéopathie. Je pense que c'est très important, l'anatomie et la physiologie. Mais pour nous donner l'amour de comprendre et de rentrer dans le corps humain, pas pour nous expliquer pourquoi la personne en est arrivée à avoir des douleurs. En conclusion, parce que c'est mon poste à l'AFO, de parler d'éthique et d'éducation, l'éthique aujourd'hui veut que l'on replace le patient au milieu de nos prises en charge, et non plus les concepts ostéopathiques. Il faut qu'on arrête, lorsqu'on reçoit un patient, de vouloir faire plaisir à des écrits. On doit d'abord faire plaisir à un patient. Donc les concepts ostéopathiques au second plan. Ensuite, fort de ce qu'on a dit, je pense, et ça a ouvert un débat, que l'éducation devrait se faire autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance des modes d'action et des conséquences des actes thérapeutiques. En ostéopathie, à mon sens, c'est très peu fait. Très peu fait. Dans très peu d'établissements, on explique aux étudiants ce qu'est un acte d'ostéopathie et ce qu'il déclenche comme des réactions neurophysiologiques. On lui dit qu'un acte d'ostéopathie est fait pour répondre à des dysfonctions ostéopathiques. Et quelles sont les conséquences connues de ces actes? Dans combien d'écoles on explique aux étudiants qu'on est efficace sur l'aigu et pas sur le chronique? Très peu d'écoles. Et donc on a des jeunes qui sortent, ils se retrouvent avec un patient de 70 ans qui a mal au dos depuis 10 ans. « Oh, mais je vais vous régler vos 6 dysfonctions en moyenne. » Et le patient revient en disant « Mais ça ne change rien. » L'étudiant dit ah, « Je ne comprends pas, pourtant je vous ai réglé vos dysfonctions. » Et le cabinet du jeune... On devrait inclure dans notre éducation un modèle anatomo-fonctionnel transdisciplinaire qui nous permet de raisonner comme ça dans le système de soins et qui nous sorte de notre milieu fermé. On devrait inclure dans notre éducation une expertise qui permet de trier le patient dans le système de soins. Il faut arrêter de former des patients pour prendre des décisions ostéopathiques. L'enjeu pour les jeunes qui sortent des établissements, c'est de trier les troubles fonctionnels dans le système de soins parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et c'est en parlant un langage transdisciplinaire, en s'intégrant dans le système de soins, en collaborant, que les jeunes vont monter des cabinets qui marchent. Et demain, on verra bien quelle attitude auront les intervenants de ce congrès. Soit chacun va expliquer qu'il est très efficace et qu'il faut lui envoyer tout le monde, voire chacun va nous inviter à faire ses formations. Et personnellement, je ne sais pas ce qu'on va retenir de ce congrès. Soit on fait ce congrès autour d'une vraie conversation, et à chaque intervenant, on le bouscule, on lui dit « Mais cite-moi des cas, dis-moi des cas que je peux reconnaître dans mon cabinet et que je peux t'adresser. Dis-moi ça. » Et vous verrez que c'est très compliqué. Mais encore une fois, c'est très compliqué pour nous aussi. Mais c'est vers ça qu'on doit tendre. Ça ne sert à rien qu'on se présente les uns après les autres en disant « Moi, je suis super bon, envoyez-moi tout le monde. » Et je suis d'après. « Moi, je suis super bon, envoyez-moi tout le monde. » Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il faut arrêter de faire ça. L'ostéopathie saura-t-elle corréler son attitude au défi qui l'attend? Quel chantier pour l'AFO et les établissements de formation si on veut créer cette ostéopathie-là? Pour y répondre, demandons-nous si l'ostéopathie est une ordure, une inconsciente, si elle est stressée ou si elle est déjà résignée. Et essayons d'aller chercher les personnes volontaires pour monter vraiment un groupe socio-professionnel qui prendra en charge ce problème-là et qui ira discuter vraiment frontalement, mais pas pour un combat, avec le système de soins, pour expliquer qu'on a une expertise qui peut être très intéressante pour les troubles fonctionnels. Mais que pour mettre en œuvre cette expertise, nous avons volontairement mis de côté tout ce qui la rend inintégrable au système de soins. Essayons de créer ce groupe socio-professionnel. Je vous remercie tous. Je remercie surtout Michel de me demander d'ouvrir le congrès et de lancer des bombes. J'aime bien. Merci de me laisser faire, Michel. Et merci pour tout. Pas besoin de m'étendre.
Merci à ta merveilleuse épouse, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi, Tolwan. Et puis merci aussi à tous les membres du CA avec qui j'ai partagé beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de plaisir à passer toutes ces longues soirées à discuter, parfois un petit peu de manière accrochée, virile, mais c'était toujours un plaisir et je serai toujours disponible pour des conversations avec vous. Merci beaucoup.